Aujourd'hui, on a encore Architecture pour tous. Architecture pour tous, c'est une émission qu'on est en train de faire depuis peut-être 2 mois, où l'émission vraiment est maintenant appréciée par tout le monde. Les gens regardent l'émission, ils nous demandent l'émission. Mais on a une période aujourd'hui de Ramadan où les gens font le jeûne. Et on s'est dit, bon, on va un peu alléger l'émission, c'est-à-dire pour passer un peu sur les portraits. Les portraits, c'est quoi? C'est-à-dire aller voir un individu qu'on va soigner par rapport à son parcours, pour discuter avec lui, faire un entretien comme une causerie, mais à domicile. Et je pense que ça va nous permettre un peu de sortir de studio et puis de respirer un peu et puis d'amener une autre approche par rapport à cette émission-là. Aujourd'hui, l'émission aussi, je vais quand même, demain, on est le 8 mars. Le 8 mars, c'est vraiment rendre hommage aux femmes. Et je pense que sans les femmes, ce monde-là n'ira pas. Et aujourd'hui, je pense que pour diriger ce monde, il faut les femmes. Parce que c'est ma vision. Je pense qu'elles ont une sensibilité que nous, les hommes, on n'en a pas. Nous savons conduire les choses, nous savons faire les choses, mais ceux qui doivent diriger, ce sont les femmes. Donc je rends hommage d'abord à côté de moi, à mon binôme, qui s'appelle Aïda, et qui, toujours dans l'élégance qu'elle nous présente, je pense que c'est ce qui donne de la couleur un peu à notre émission. Parce que quand elle vient toujours, elle a une manière de s'habiller. Moi, toujours, je suis en noir. Et c'est une philosophie que j'ai adoptée. Et elle vient, elle met de la couleur. Elle nous amène des choses qu'on apprécie, et surtout dans le mode traditionnel. C'est-à-dire l'esprit Bakou est vraiment adopté par Aïda. Bon, je rendrai aussi hommage à mon épouse, hein, qui chemine avec moi depuis plus de 30 ans, et puis qui fait tout de moi, qui est mon esprit, qui sait me diriger, qui dirige tout. Et je passe aussi l'hommage à ma fille, mais qui va peut-être, grâce à Dieu, devenir une femme un jour. Donc, je remercie quand même. Maintenant, pour revenir sur l'émission d'architecture, on a une femme qui s'appelle Zaha Hadid. Zaha Hadid, c'est une architecte qui est prix Nobel d'architecture. Aujourd'hui, paix à son âme. Mais elle a révolutionné l'architecture parce qu'elle a déconstruit l'architecture. Si vous voyez les œuvres de Zaha Hadid, vous n'allez pas comprendre. Parce qu'elle, rien n'est droit, tout est déconstruit. Elle avait une sensibilité extrême. Elle avait un cabinet qui allait jusqu'à 250 architectes qu'elle dirigeait. Et elle a commencé comme nous, comme ça. Mais elle a été appréciée par des architectes comme Koulas et autres qui ont vu qu'elle avait du potentiel. Donc ils l'ont poussée vers une architecture à elle. Elle est venue avec son esprit et son architecture. Et c'est ce qu'on essaye de véhiculer avec l'esprit Bakou. Et maintenant, pour passer à nos invités qui sont là, bon, aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir de rencontrer ici Mbalo Kébé. Mbalo Kébé, c'est-à-dire, je l'ai pris au volet comme ça, hein. Hier seulement, je me suis posé la question, je dis, mais à partir de 22h, mais attends, il faut que j'appelle Mbalo. Et quand j'ai appelé Mbalo, Mbalo me dit, il n'y a pas de problème, je te reviens parce que j'ai des petites choses à régler. Mais 1 heure après, il m'a confirmé qu'il serait là. Mais c'est l'un des grands peintres plasticiens au Sénégal qui a son trajectoire avec les plus grands peintres, qui a été formé par eux. Je lui laisserai l'esprit de nous dire ça et je lui laisserai nous développer son parcours, qui est intéressant, parce que tout à l'heure, en discutant avec lui, il a des choses inédites, en neuf qu'on a dit. Je pense que ce sont des scoops qui vont nous ramener par rapport à son travail. Il a aussi développé une écriture dans sa façon de composer son art, et il va nous en parler tout à l'heure. Là, j'ai quelques de ses projets
que je pense que, bon, qui ne sont pas trop visibles ici, parce qu'on a trop de lumière dessus. Mais on aura quand même la chance quand même d'avoir des œuvres en illustration de Mbalo. Mais à côté de Mbalo, bon, je vais dire c'est la jeunesse aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit cette émission Architecture pour tous, si nous sommes là aujourd'hui, pensons que demain nous ne serons plus là. Et le monde, c'est un cycle qui se reconstitue par d'autres qui viennent et d'autres qui partent, d'autres qui arrivent. Et c'est ainsi fait la vie. Voilà, parcours normal, s'il n'y a pas d'accident ou maladie ou autre, normalement, nous allons partir avant ces deux jeunes. Mais c'est normal, c'est le cycle de la vie. Mais moi, ce qui me séduit chez les deux, je peux le dire, hein, c'est parce qu'ils ont pris quand même de l'autonomie. Ils se sont faits tout seuls et je vais quand même les laisser se définir. Martha, qui est là, m'a séduit parce que j'ai vu, il a fait une émission ici et à partir de l'émission, je me suis dit, mais c'est génial. Ce jeune-là, il faudrait que je l'aide dans l'émission, me parler de lui et de me dire son parcours, comment il s'est fait tout seul. Et j'ai recherché, fait un peu de recherche sur lui. J'ai vu que aussi il avait son émission, il avait sa télé sur YouTube et il formait les gens, il conseillait les gens comme un adulte à son âge. J'ai dit, mais si notre jeunesse aujourd'hui, pourquoi aller en Espagne? Pourquoi aller dans des champs se mettre à faire de l'agriculture? Pourquoi ne pas rester ici? Pourquoi ne pas suivre les conseils de Martha? Pourquoi ne pas voir? Et il est dans ce qu'on appelle aussi la vision de demain. Tout ce qui est informatique, il le maîtrise. Tout ce qui est numérique, il le maîtrise. Tout ce qui gère notre vie en tant que, je ne sais pas, cybersécurité, les data centers, tout ce qui compose aujourd'hui, les données qu'on a aujourd'hui, qui sont cruciales pour nous demain, il les maîtrise à son âge. Donc je me suis demandé combien de temps il a eu pour faire ce parcours-là et engranger tout ça là, à son âge. C'est pour ça que je rends hommage à Matar. Et à côté, j'ai Babacar. Babacar Ba, c'est un étudiant en architecture et qui est venu dans mon cabinet depuis maintenant quelques temps. Et je peux dire que c'est un gosse qui est doué. Parce que je l'ai vu travailler, j'ai vu comment il approche son architecture et il pose beaucoup de questions. Et c'est ce qui fait un architecte détecte un autre architecte. Et c'est cet architecte qui détecte l'autre architecte qui peut accompagner cet architecte pour devenir un peu ce qu'on dit un architecte. Parce qu'un architecte, l'architecture, c'est un long métier. C'est un métier d'apprentissage et tout le temps on est en train d'apprendre. Et donc c'est la raison pour laquelle je l'ai invité et il va nous parler de lui, de son parcours, tout ça, et nous dire aussi ce qu'il pense de l'architecture. Donc Aïda, tu as la parole. Merci Malik pour les mots que tu viens de prononcer avant. Moi, je rends aussi hommage à ton épouse et à ta fille, merci. Comme tu l'as si bien dit, expliqué tout à l'heure. Et je rends à ma famille d'abord, mes sœurs. Ma mère, bon, elle n'est plus là, mais je lui rends hommage parce que c'était quand même un personnage. C'était vraiment une femme que j'appréciais beaucoup et qui, je ne vais pas rentrer dans les détails, et qui a toujours été là à côté de son mari. D'ailleurs, mon père n'a qu'une seule épouse, donc elle a pris toute sa place. Donc je lui rends vraiment hommage et je rends hommage à toutes ces femmes. Je pense je vais insister là-dessus, effectivement, ce qui est important ici, nous, les femmes au niveau du Sénégal, je ne dis pas toutes les femmes, c'est qu'on a cette
capacité d'écoute vis-à-vis aussi de nos conjoints. Et je voudrais simplement demander aux hommes de passer plus de temps à échanger avec leur épouse. Ça existe, hein, je ne dis pas que c'est pas fréquent, ça existe, mais cet échange-là particulier au sein d'un couple est très très important, et ce qui fait que nous n'avons pas besoin de nous montrer un peu plus ou de faire une espèce de comment dirais-je, d'affirmation de la femme. Pourquoi pas, si mais il est important au sein de la maison d'avoir cette que ce soit qu'il n'y ait pas d'animosité et que ce soit un échange fructueux, parce que ça se ressent au sein ça se ressent dans la famille et des enfants aussi. Je voulais insister là-dessus parce que je m'attelle à ça. Je passe mon temps à échanger avec mon époux et à avoir des moments de détente. Et je pense que nous sommes vraiment, les Sénégalais sont très enclins à ce comportement-là, et elles le font souvent. Donc effectivement, l'idée aussi, c'est que je vais le relever, nous les architectes femmes, nous avons, vous savez, faire ce métier d'architecte est très très difficile, parce que effectivement on utilise beaucoup le mental, on conçoit, donc on est focus sur le travail, mais après effectivement cette vie de la maison et de la famille est aussi importante. Nous arrivons à prendre tout cela en compte, et là-dessus vraiment je salue mes consoeurs et vraiment je leur rends hommage pour cela. Malik, je ne vais pas m'éterniser, je vais aujourd'hui simplement relever une chose, aussi bien au niveau de Mbalo, Kébé, c'est cette générosité. C'est l'idée de rendre, de former, cette idée de formation, cette idée de partager son savoir, qui est qui est très important, que je voudrais vraiment relever. Je le laisserai expliquer plus en détail, mais vraiment cela m'a vraiment séduit, et j'étais vraiment très très admirative de cela. Alors, on pense toujours, la jeunesse, que effectivement on ne pense pas à échanger. Je le dis toujours, je dis que on a cette relève, on a la relève, mais il faut que nous puissions aussi échanger avec eux, parce que c'est un échange et qu'on apprend toujours. De plus jeune que soi, on apprend tous les jours déjà, et avec cet échange, on peut apprendre des choses des jeunes. Et vraiment, je suis très très contente de les recevoir aujourd'hui, notamment Matar, qui va nous expliquer un peu, et je le regarde, on a l'impression qu'il est très 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 jeune, mais au niveau effectivement, il a une certaine maturité quand on le regarde. Et Babacar, qui est quand même, comme l'a décrit Malik, qui est cette relève qu'on aime bien, qui se pose des questions, qui cherche toujours à apprendre encore, et j'espère qu'il va garder cela, même en étant dans son cabinet, et affirmé, comme on dit l'architecte. Voilà, merci. Alors, bon, en quelques mots, tu nous décris qui tu es, et puis bon, voilà, un peu le parcours, et puis voilà, on avance. Enfin, décrire mon parcours, je vous laisse le temps de fouiller et de savoir, parce que c'est tellement disperse. Ce que je peux dire déjà, louer la femme avant toute chose, parce que mes œuvres, d'abord, c'est la femme et les enfants qui dirigent toute ma création. Et si je suis allé au Khatim, c'est à cause d'une femme qui n'était pas encore née. Vous voyez déjà. Donc la femme est là. Et l'importance de la femme chez nous, la famille n'est qu'un arbre. La femme, c'est les racines. Quand les racines sont bien en bonne santé, le tronc va luire. Si vous avez une mauvaise femme, ma foi,
vous êtes perdu. La femme a une très grande importance dans la vie de l'homme. D'accord. Et échanger avec sa femme me rappelle quelque chose que Feu Kebambay avait écrit à son fils dans le net. Parle toujours avec ta femme, confie-toi à elle. Tu n'es pas obligé de faire ce qu'il te demande, mais écoute-la d'abord. Ok. Et chaque fois que je lis un mariage, moi, les gens ont l'habitude au Sénégal quand la femme, non, moi, le couple est présent le jour du mariage. Et je parle avec eux, je leur explique l'échange qu'il doit y avoir entre eux. Et que draguer commence le jour même du mariage. Avant le mariage, on essayait de s'informer. Une femme mariée, vous devez draguer votre femme 24 sur 24 à chaque moment, et la femme doit vous draguer. D'accord. Donc c'est l'échange qu'il doit y avoir dans Merci le mariage. beaucoup. Alors c'est en passant rapidement. Donc cette femme-là, qui est d'abord ma grand-mère et ma maman, m'ont appris beaucoup de choses et qui m'ont poussé à aller vers des recherches. Et ma mère me renvoyait toujours aller jouer dans le musée de l'IFON actuel. Moi, je ne l'appelle pas Tacher parce que c'était le nom. Ouais, tu as habité Dakar, quoi. Voilà, je suis né à Dakar. Voilà, et tu j'ai es né grandi. au plateau, quoi. Et on allait jouer à l'intérieur de ce musée-là, où il y avait des arbres millénaires. Il y avait des bacs de poissons, de reptiles, dans la cour. C'était avant que ce soit un musée, c'était un jardin zoologique. Oui, oui, mais c'est resté toujours le jardin Alors, zoologique, mais le ça a jardin a été beaucoup perdu, quelque quoi. chose qui a forgé mon avenir dans le choix des arts plastiques et de la recherche. Et comme après j'habitais pas loin de chez Ibanyaï, pas loin de chez Papa Bratal, dont la tante m'appelait mon mari, parce que la tante c'était presque ma grand-mère. Alors je voyais dessiner, il y avait tout ça qui s'est créé. Mais ma vraie curiosité c'était le musée qui a fait de moi que je suis devenu après un technicien de musée. Après, tu vas nous parler de ton rapport avec Ibania et tout ça là. Mais Martha, c'est voilà, maintenant on te donne la parole en tant que jeune. Et puis bon, voilà, tu nous parles de toi, quoi. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité et de m'avoir donné la chance d'être là avec ma mère et mon père. Voilà. Tout d'abord, moi, je me présente sous Ndiaga Matania et on me surnomme Mat Visuel sur les réseaux. Alors, moi, j'ai fait des vidéos sur la technologie. Tout d'abord, j'ai appris la technologie dès mon bas âge parce que je suis né à Pékin. Voilà. C'était un environnement où tu n'avais pas la chance d'apprendre la technologie et tout parce qu'il y avait des footballs là. Et on n'avait pas l'habitude de faire ça. Donc, moi, j'ai analysé mon environnement et je me suis dit, bon, si mes frères, mes tantes et tout n'avancent pas, c'est parce qu'il y a un problème. Et je me suis dit que c'est un problème d'éducation. Donc, Dieu m'a donné la chance de me rapprocher de ma grand-mère à Thiès. Puis je suis allé à Thiès et avec mon ordinateur et mon téléphone, je me suis rendu compte que on est dans le processus de mondialisation. Et toutes les connaissances sont disponibles sur Internet. Et je me suis dit que, bon, l'Africain, en fait, il est en retard. Il n'a qu'une chance de rattraper ce retard-là. C'est soit de s'auto-former, pour pouvoir rattraper. Parce que je me suis dit que, en fait, j'allais obtenir mon baccalauréat, mais j'allais l'obtenir que pour mes parents. Parce que ici en Afrique, la réalité c'est que tu dois avoir ton bac et ils sont contents de toi, quoi. Et moi, je me suis dit que je vais le faire, mais je sais qu'une vérité, voilà, une véritable vérité, voilà, c'est que, en fait, les connaissances qui sont disponibles ne sont pas enseignées à l'école, les véritables connaissances. Et je le dis souvent, l'art n'est pas quelque chose qu'on enseigne ici en Afrique. C'est-à-dire, tu vois des personnes qui viennent, qui naissent naturellement avec l'art, qui font de véritables œuvres artistiques. Moi, mon père, il est en France actuellement, c'est un artiste. Moi, bien sûr que je fais de l'art graphique, mais je ne me concentre pas à temps plein. Et je m'investis aussi dans l'infographie, la sérigraphie et tout. Voilà. Et après, je me suis dit qu'avec mon téléphone et mon ordinateur, je pouvais enseigner plein de connaissances. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à apprendre des choses.
commençant par l'informatique de base, la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Parce que je savais qu'en fait, en Afrique, ici en Afrique, nous consommons beaucoup, quoi. Nous consommons souvent des contenus, nous consommons sur les réseaux sociaux et tout. Et nous ne savons pas l'impact que ça pourrait avoir au fil du temps, quoi. Par exemple, à partir de 2010, nous, on ne savait pas qu'à 2022, on serait à ce stade où on parle de l'émergence de l'intelligence artificielle. Et pendant ce moment, les Européens, les Américains, ils se préparaient à ça. Ils se disaient qu'avec les données, ils pouvaient faire beaucoup de choses. Ils recueillaient les données, quoi. Parce qu'avec ces données, on pouvait collecter les données et on va apprendre aux modèles, aux machines d'apprendre à partir de ces données pour faciliter beaucoup de choses. Et moi, j'ai analysé ces choses-là, tout. Je me suis dit que je vais me rapprocher auprès d'experts et tout. Et je vais faire une formation, je vais m'auto-former et tout. Et j'ai suivi beaucoup de cours en ligne, beaucoup de formations internationales et tout. Et c'est ça qui m'a amené à ce niveau-là. Et je me suis dit que, voilà, mon objectif, je sais que ce genre de contenu est disponible à l'étranger. Donc, je vais traduire ça en Wolof et voilà, le céder à la communauté Wolof, quoi. Voilà. Mais Martha, excuse-moi de te demander ça, je ne sais pas, mais tu as quel âge? Moi, j'ai 20 ans. Merci. Moi, on va revenir. Bon, moi, je ne sais pas, quand je le regarde parler, je suis admiratif. Quoi. Oui, moi aussi. Je n'ai pas de mots à dire, quoi. Il faudrait qu'il puisse... Le savoir n'a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Il faut respecter le savoir, tout simplement. Parce que quand on se met à parler d'âge, moi, devant le savoir, je ne parle jamais d'âge. Ah ouais, c'est une leçon aussi. Mais moi, j'ai vu combien de temps il a joué. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il est parti très tôt. Vous savez, quand on a quelque chose dans le sang, quand on a quelque chose dans le sang, ça vient tout naturellement et ça dépasse les âges même. Parce qu'on recherche, on fouille, on a la curiosité, on n'a pas peur d'échouer. Mais il a un discours conçu. C'est ça. C'est-à-dire, à son âge, le discours qu'il a. Mais c'est structuré. Mais surprend, quoi. C'est structuré. Ils le sont. Non, c'est structuré. Mais bon, voilà, quoi. Bon, je pense que aussi on a la même chose en face de nous. En face, avec Babacar. Ouais, Babacar. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup, M. Maoud, de m'avoir invité et de me permettre de m'exprimer. Alors, avant tout, je tiens à rendre hommage à ma mère, à la personne avec qui je vis et qui a fait de moi l'homme que je suis maintenant et qui a su me soutenir jusqu'ici. Bien vrai que je vis avec mon père, mais il y a une particularité avec ma mère aussi. Donc, comme vous le disiez tantôt, on ne peut pas aller sans la femme. Donc, pour moi, ma mère, c'est une pièce primordiale dans ma vie. Je dirais même le centre de ma vie. Parce que jusque-là, tout ce que je fais, dans une partie, je le fais grâce pour elle, en fait. Et bien vrai que je le fais pour moi aussi. Et donc, mis à part ça, moi, j'ai eu à étudier. Après mon baccalauréat, j'ai eu à passer au collège d'architecture. Et j'ai eu à faire là-bas 3 ans. Donc, pourquoi j'ai choisi le métier d'architecture? Parce que j'ai été passionné depuis petit. Donc, depuis bas âge, je dessinais. Et au-delà du dessin, je m'imprégnais par rapport à mon entourage, par rapport à notre mode de vie. Donc, comment la grande famille s'est constituée et comment, c'est-à-dire, et moi, ce qui m'impressionnait le plus, c'est quand on dit, par exemple, la famille africaine se constitue en grande famille. Alors, ce qui a posé problème, c'est que le pourquoi on quitte une telle maison, aller jusqu'à une autre maison pour voir une autre famille. Donc, c'est ce qui m'a poussé à entrer dans l'architecture et pour voir comment je pourrais développer une idée qui pourrait, par exemple, rassembler et ramener cette idée de tradition dans l'enceinte de la famille. Voilà, toi, en fait, tu es dans l'esprit Bakou, quoi. Oui. En fait, c'est la sociologie parce que tu as quand même un passage théorique pour t'amener à la pratique. Mais c'est ça, l'architecture commence par la théorie,
si tu ne fais pas de théorie, tu ne peux pas maîtriser l'architecture. Et c'est l'analyse de la sociologie, de la vie, des gens, comment ils vivent, et tout ça, tu recomposes des espaces qui sont adaptés à ça. Et je pense que c'est ça. Et je te félicite aussi, parce que tous les deux, je vois que vous savez où vous partez, vous avez structuré votre discours. Nous, à votre époque, on n'avait pas cette chance, parce que nous, on jouait beaucoup. On s'amusait, on courait. Mais la vie était belle, hein. C'était pas comme aujourd'hui. Vous, vous êtes conditionnés aujourd'hui. Vous n'avez pas de ce que nous, on avait avant. Nous, on était... Il y avait des choses, il y avait à manger, il y avait tout était beau. Les gens étaient là à rigoler, c'était truc. Vraiment, on a une enfance vraiment géniale. C'est l'amour, quoi. Voilà. C'est l'amour. Parce que moi, je dis que l'Internet est venu et on a commencé à se distancier. Voilà. Et ça, moi, même perso, je ne l'aime pas, quoi. Même les créateurs, sur les créateurs d'applications et tout, ils n'autorisent pas à leurs enfants d'avoir accès à certaines choses. Mais je vais te donner un exemple. Vous savez, en Allemagne, c'est eux qui ont découvert le micro-ondes. Micro-ondes. Et j'avais une amie qui est française, qui était dans l'école d'architecture avec moi, Laure Javel. Et son père était parmi les chercheurs qui ont trouvé le micro-ondes là. Et il a interdit à ses enfants, à sa famille, d'utiliser ça. Et quand il venait chez nous, quand on voyait que dans mon appartement qu'il y avait un micro-ondes, il dit, mais pourquoi tu utilises ça? Ça, c'est de la merde. Il ne faut pas l'utiliser. Et c'est ce que tu dis. Les gens qui créent quelque chose comme ça, souvent, dans leur famille, ils l'interdisent. Mais prends tes enfants. Aujourd'hui, tu rentres chez toi, l'enfant te supplie pour prendre ton téléphone. Tu dis, non, 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 attends, j'ai des trucs. Non, 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 tant que tu ne remets pas le téléphone à l'enfant, il y a problème. Quand tu remets le téléphone, c'est fini. Tu ne vois plus l'enfant et c'est coupé. Alors que nous, avant, on n'avait pas ce téléphone. On avait la grand-mère, on avait le papa, on avait tout. Bon. Oui, je vais insister sur ce fait parce que moi, personnellement, avec l'éducation que j'ai reçue, je n'avais pas le droit de sortir après 18 heures jusqu'à ce que j'ai... Je ne veux même pas le dire l'âge parce qu'après c'était... Et donc, ce que je trouve fantastique, c'est que la jeunesse, à un moment, il y a un isolement. Et tu te poses des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Tu choisis, comme Babacar l'a dit, tu choisis de te poser la question comment rassembler pour avoir notre mode de vie qui est une concession. Et lui se demande les cours que nous n'avons pas ici. Comment on peut faire pour l'aider. Et ce qui est fantastique, c'est l'idée de traduire et de partager. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, je tenais à le souligner et vraiment, c'est assez particulier. J'aimerais bien qu'on puisse nous montrer aussi quand cette jeunesse parle, parce qu'effectivement, nous sommes, Malik l'a dit, nous sommes admiratifs. Moi, je suis là, je regardais, effectivement, il n'y a pas d'âge et on apprend énormément de choses. Bon, merci. 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 Bon, voilà, maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Moi, je te connais en tant qu'artiste plasticien au Village des Arts. Tu fais partie des références au village. Il y a Titambay, Zulu, Moussatine, tout ça. Et il y a aussi notre ami, grand ami, Ibrahim Kébé, dont je pense tout le temps et dont je discute tout le temps quand je vois ses œuvres. Et aujourd'hui, bon, paix à son âme, mais jusqu'à la fin, on parlait tout le temps ensemble, quoi. Et c'est son jeune frère, quoi. Et Ibrahim a marqué l'art quand même au Sénégal, parce que après Ibrahim, ce qu'il fait, personne ne l'a fait. C'est ce que je peux dire, c'est pour ça que je le rends hommage à travers toi. Maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles de toi, maintenant, le code des beaux-arts, comme ça, ton départ en Suisse un peu jusqu'à là, quoi. Et c'était des huboux. Toute ma formation a commencé par un jeu. Parce que je n'ai jamais rien pris au sérieux dans ma vie. Si vous prenez les choses un peu trop au sérieux, vous risquez de tomber. Après mes premières études, et que je suis allé faire de l'histoire, j'ai eu un ami qui était à l'école
qui était à l'école primaire avec moi, parce qu'on était les meilleurs dessinateurs de l'école. Il s'appelait Mamadou Thiam. Son jeune frère est un grand caricaturiste. Il est décédé d'ailleurs. Je ne sais pas comment Thiam il s'appelle encore. Donc c'est ce dernier-là qui m'a amené rencontrer Iba Ndiaye. Tu parles de Diogo Thiam. Hein? Diogo. Diogo, voilà. Ah, Diogo. Voilà. Diogo est né Ah, dans ma rue à Niary Tally. tu sais, j'ai Nous avons tous des grandi là-bas. œuvres de Diogo. Hein? Voilà. Ouais. Alors, son grand frère, c'était l'un des meilleurs. Ah ouais, donc il tire ça de son frère, quoi. Oui. Lui aussi, c'est un grand Son caricaturiste. grand frère, c'est un des meilleurs graphistes parce qu'il travaille avec les Portugais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que les Portugais qui faisaient de la publicité et de la décoration à Dakar. Donc, il était dans un cabinet de Portugais qui se trouvait là où se trouve Saprolé, dans cette même rue. C'est là-bas qu'il allait. Et de temps en temps, quand je rentrais maintenant de l'université, on discutait beaucoup, il m'a montré pas mal de choses, ainsi de suite, et ainsi il m'a amené à l'école des arts, rencontrer Iba Ndiaye à la place de l'Indépendance. Ce faisant, Mais est-ce que tu brosses un peu Iba Ndiaye avant de passer qui il est Iba Ndiaye, quoi? oui, j'arriverai. Voilà, c'est important. Donc, en entrant maintenant à l'école des arts, de temps en temps, chaque fois que j'étais libre, parce que à côté, je travaillais chez Bata pour gagner ma vie et pouvoir financer mes études. Ce sont les chaussures Bata, quoi. Les chaussures Bata. J'ai commencé là-bas, le vrai dessin, la publicité. J'ai fait pas mal d'affiches déjà pour eux. J'ai commencé par faire un peu de vente. Après, j'ai fait de l'étalage. Puis, j'ai appris là-bas la sérigraphie. Donc, comme le faisait Thiam, on était toujours ensemble. Alors, il m'a poussé là-bas. Et arrivé à l'école des arts, quand on m'a présenté Iba Ndiaye, on a discuté un peu avec sa femme, Francine, qui était ethnologue et travaillait au musée de l'homme. C'était notre prof d'histoire de l'art. Donc, Iba Ndiaye m'a découvert. J'ai découvert Iba Ndiaye, mais Iba Ndiaye m'a découvert un jour. J'étais malade. Alors, il a demandé à Thiam, mais le jeune Kébé là, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est malade. Il s'est déplacé, il est venu à Niary Tally me voir. Quand il est entré, il a trouvé là-bas un dessin. Il a reproduit le même dessin, c'est le marché. C'est une scène de marché. Parce que moi, tout en travaillant chez Bata et en étudiant, je travaille avec des Congolais qui venaient parce que j'ai toujours reçu du monde chez moi. Étant enfant, les gens venaient chez moi toujours m'accompagner parce que j'ai eu la chance très jeune d'avoir un appareil photo, une chaîne à musique, etc. Et jusqu'à présent, je me demande comment j'ai pu avoir toutes ces choses-là. Et ça m'a permis d'apprendre. Donc tout ce monde-là venait manger chez moi, discuter avec moi. Donc j'ai appris un peu la peinture avec eux. Et on peignait qu'on allait vendre à la place de l'Indépendance sous la banque BIAO, qui est l'acteur CBAO. C'est là-bas qu'on vendait nos œuvres. Plus tard, quand je suis entré un peu à l'école des arts, Iba Ndiaye nous interdisait de le faire. Donc, on signait un autre nom sur ces tableaux-là. C'était des paysages surtout, des femmes qui dansent, des visages de Mauritaniennes, etc. etc. Donc, quand Iba Ndiaye est venu, il a vu ce tableau-là, il a dit qu'écoutez, ce jeune, je ne le laisserai pas partir. Donc, il a tout fait pour que je reste à l'école des arts, parce qu'une bonne partie des élèves qui étaient à l'école des arts à l'époque, c'était des gens qu'il avait pris à gauche et à droite. Alors, comme ça, j'ai commencé à le fréquenter et il m'a tiré dans son atelier, personnellement. Plus un autre professeur que nous avions, qui s'appelle... c'était un Congolais, pas Ludger, oui, je crois que c'est Ludger. Alors, on a commencé à travailler ensemble et ils m'ont appris beaucoup de choses dans la décoration. Iba Ndiaye, c'est qui? Iba Ndiaye était très simple. Pour le voir en 3 épingles, c'est quand il y a une exposition, et une exposition où le chef de l'État devait se rendre seulement qu'il s'habillait, mais il était sobre dans son habillement. Et il avait l'habitude de me dire, quand tu formes quelqu'un, si cette personne n'arrive pas à te dépasser, tu n'as rien fait. Parce qu'une personne que tu formes est avec son esprit, que Dieu lui a donné. Toi, tu es venu avec
ton esprit et l'esprit que ton professeur t'a laissé. Donc tu es venu en 2 esprits, tu dois lui donner ça, il doit en avoir 3. Donc s'il n'est pas en mesure de te dépasser, tu n'as rien fait. 1. Deuxièmement, ne te focalise pas à l'argent. Travaille parce que tu aimes. Après, l'argent va courir derrière toi. Je crois que c'est ça, c'est ce que je dis toujours aux autres. Voilà. Travailler et l'argent viendra vers vous. J'ai eu un de mes élèves qui est actuellement, que tu dois connaître, Dou, qui est au Village des Arts, qui est très bien. C'est l'une des personnes qui peut peindre comme moi. Quand il finit de peindre, on dirait que c'est parce que chaque fois quand je forme quelqu'un, je le forme d'abord dans mes techniques et puis je le fais sortir de ce qu'il a appris pour qu'il s'affirme lui-même. Il y a une petite parenthèse que je voulais sortir de ce que tu as percé le mystère. Parce que vous savez, le bâtiment BDK, je me suis toujours posé la question, pourquoi cette architecture? Vous m'avez dit d'abord c'était le théâtre. Oui, c'était le théâtre et l'école des arts. Mais c'est exactement. Rien n'a changé, la porte est toujours le même. C'est pour ça. Peut-être l'intérieur a dû changer. Non, c'est pour ça le bâtiment n'est pas adapté à ce qu'il est aujourd'hui. Il faut revenir sur le théâtre et l'école des arts. Ça, il faut se battre pour sortir la banque, pour revenir sur l'école. Parce que c'est un bâtiment fait pour le théâtre et l'école des arts. Tu as vu? Parce que quand tu regardes la forme, architecturalement, moi, je me suis posé beaucoup la question. Pourquoi ces bâtiments? Et surtout, en fait... Et tu viens de me dire que c'était l'école des arts. Maintenant, je pense que ce qui est intéressant pour les architectes, peut-être il y avait des architectes qui connaissaient, moi je viens de l'apprendre, et tu as percé le mystère que j'avais un peu perdu, quoi. Oui, on te laisse continuer. Oui. Parlant d'architecture, j'avais l'habitude de dire, si vous voulez connaître Dakar, regardez les toitures. Les gens n'ont pas l'habitude de regarder les toitures. Quand je suis entré dans la photographie, je disais toujours aux photographes, regardez les toitures, photographiez les toitures. Si vous allez à Saint-Louis, par exemple, l'hôtel de la Poste, à côté il y a la Poste, mais les gens n'ont pas l'habitude de regarder, il y a une jolie fresque en haut. Oui. Les gens ne font pas attention. Et ces mêmes fresques, on trouve à peu près quelque chose comme ça quelque part vers Marché Kermel, où il y a un bâtiment où dedans il y a des décorations. Tout à fait. Mais le bâtiment que tu dis là, il y a une fresque. Voilà. Et le bâtiment et le théâtre là, tu as vu la fresque? Oui, il y a une fresque. Et le bâtiment est devenu une banque. C'est la banque c'est la BDK. Voilà. BDK? Non, BDK, celui de Kermel, c'est aussi une banque qu'ils ont réhabilité. Oui, il y a des fresques. Oui. C'est juste sur la place là, oui. Ah bon? Oui, ils ont réhabilité. Je crois que c'est FH qui a réhabilité. Et il y a toujours les fresques, oui, et tout. Oui. Alors donc, comme ça, je suis entré avec Ebania, il m'a appris pas mal de techniques. Et surtout quand on est parti en Europe, parce que j'ai eu une bourse, il fallait que j'aille à l'école du Louvre. Et en même temps, je travaillais de temps à autre au musée de l'Homme avant d'être affecté au musée de l'Homme. Il y avait l'école du Louvre, le musée du Louvre aussi. Il y a le musée, il y a l'école. Il y a l'école, il y a les deux. Le musée, l'école est à l'intérieur du musée. Du musée, voilà. On y faisait tout ce qui était histoire de l'art et technique de musée d'archéologie. Et il y avait un département de préhistoire. Donc moi, j'ai fait un peu de préhistoire déjà à Dakar. Et arrivé là-bas, je me suis lancé dans l'égyptologie. Par curiosité, je suis allé dans l'égyptologie, je suis allé très loin dedans. Puis j'ai fait de la restauration. Parce que je suis l'un des rares qui peuvent restaurer n'importe quelle œuvre d'art, déchirer, vous la porter. Quand je finis de travailler, vous ne verrez même pas une trace de déchirure. Ça, c'est bien à connaître, quoi. Mais rentrer à l'école du Louvre, il faut le relever. Il y avait il faut le relever. 3 Africains là-bas. Eh oui, Il n'y avait que 3 Africains. C'est ça, Le premier Africain, c'était un Sénégalais. Joe. C'est lui qui est entré en premier là-bas, et moi je suis venu, puis un Congolais. Et quand je suis arrivé, Joe finissait, il devait rentrer, il m'a dit, quand il est venu, il a regardé, il a vu que ça ne marche pas, il est retourné en Europe. Il m'a dit, boy, t'en fais pas, rester ici. Reste ici. Mais je ne pouvais pas rester parce que moi j'avais déjà trop de contrats ici, il y avait ma famille, il y avait beaucoup de choses. Là, on va te revenir tout de suite. Bon, Martha,
Maintenant, tu vas rentrer dans le vif du sujet. Tu sais, le rapport que tu as avec nous souvent, c'est des data centers que tu es en train de maîtriser. Tu as dit un discours assez fort sur ça la dernière fois, parce que les données sont les choses les plus importantes à conserver. J'ai vu ta vidéo où tu en parlais, tu sortais des trucs, et puis l'émission que tu as passée. Et ça, je pense qu'il faudrait que tu nous parles un peu de toi, ce que tu veux amener sur ça. Parce que c'est ça qui est intéressant. Voilà. Bon, tout d'abord, si on se connecte, même sans qu'on se connecte aussi, il y a des données. Tout ce qui est images, vidéos, voilà, tests, articles de blog, tout ce qu'on écrit aussi, tout ce qu'on fait, ce sont des données en fait. Et il s'est prouvé qu'avec ces données-là, on peut faire trop. Et si on entre dans le cadre de la technologie, ces données-là, on les stocke dans des data centers sur des serveurs. Voilà, sur des serveurs qui ont des capacités de stockage allant jusqu'à 2 Tera à 50 Tera. Voilà. Et on peut avoir beaucoup de Tera de stockage qui nous permettent d'héberger ces données-là. Par exemple, on peut héberger des données voilà, d'œuvres artistiques. Voilà, des images, des vidéos, tout. Et dans Fovnon, on aura le but de créer une intelligence artificielle qui va générer des images artistiques, qui va créer des œuvres artistiques. Parce que à travers les données, on peut appliquer ce qu'on appelle le machine learning. Le machine learning, c'est quoi? Ce sont les modèles qui apprennent à partir de données. On va créer des algorithmes qui permettent aux machines qui ne sont rien d'ailleurs d'apprendre à partir de ces données-là. Et ça peut nécessiter du temps d'apprentissage, du temps de learning, mais après on va aboutir à une intelligence artificielle qui va résoudre des problèmes. Voilà, qui va résoudre des problèmes. Par exemple, si on parle de ChatGPT, voilà, qui est récemment sorti en 2022, voilà, on dirait que ChatGPT, en fait, c'est l'ensemble des données qui se trouvent sur Google, Yahoo et Bing. C'est-à-dire, toutes nos données qui sont sur Internet ont permis de créer ChatGPT. On avait Google, ils ont des stockages qui se trouvent aux États-Unis, partout dans le monde d'ailleurs. Si vous allez à Chine aussi, vous allez trouver des data centers de Google partout. Voilà, ils recueillent des données d'utilisateurs. Et avec ces données-là, ils peuvent concevoir des outils d'intelligence artificielle. Mais malheureusement, ce qui est malheureux, c'est que les utilisateurs ne se rendent même pas compte de l'impact qu'a ces données-là. Voilà, parce que ces données-là, ça vaut de l'or. Maintenant, je vais te dire, toi de ton côté, aujourd'hui, vous savez, quand vous tapez sur l'intelligence artificielle, vous lui dites, je veux une architecture néo-soudanaise, tout ça, il prend des choses, il te compose des choses qui sont très artificielles, qui n'ont pas d'âme, quoi. Mais toi, aujourd'hui, est-ce que, en tant qu'informaticien, tu ne veux pas aller au-delà que si on demande une architecture adaptée, par exemple au Bakou, notre concept, que ça soit quelque chose qui vit, quoi, qui a de l'âme. Est-ce que c'est possible? Oui. En fait, je dis que les machines, ils ont besoin du temps pour apprendre. C'est-à-dire, pourquoi des fois les résultats ne sont pas exacts? C'est parce que le temps d'apprentissage ne leur suffit pas. C'est-à-dire, si on avait par exemple regroupé 1000 œuvres artistiques, on va créer une intelligence artificielle pour générer des œuvres artistiques, mais qui ne sera pas sophistiquée. Parce que j'ai préparé quelque chose, mais je sais qu'après on va le faire au niveau du montage. Voilà, il y a ce qu'on appelle on va imiter le réseau de neurones humains pour créer un réseau de neurones artificiel. Voilà, c'est-à-dire, si vous voyez l'être humain, notre cerveau est composé de réseaux de neurones. Et ces réseaux de neurones nous permettent de réfléchir, voilà, de sentir, d'apprendre et tout. Donc, c'est le même principe pour les machines, quoi, en fait. On va essayer de faire de telle sorte que les machines puissent apprendre à partir des données. Ils puissent apprendre comme les humains. Voilà. Et par exemple, moi, il m'a fallu par exemple 10 ans pour être à ce niveau. Donc, on peut comprendre que pour qu'une machine puisse être sophistiquée, il lui faut du temps pour apprendre à partir de ces données. Et je suis sûr que, entrant dans le sujet de l'art, d'ici 10 ans, voilà, on va aboutir à des IA qui ont créé des œuvres très, très sophistiquées. Voilà, mais c'est ça, même en architecture aussi. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'IA ne crée pas de l'architecture,
il fait des copier-coller, Oui. des choses qui ne marchent pas, qui n'est même pas beau. Ouais. Et ça, je pense que yo, tu dois être une perle rare. Hein. C'est-à-dire, on doit te conserver quand même. Oui, je vais te dire, il lui a fallu 10 ans. Donc, tu peux imaginer, depuis qu'il a 10 ans, il Ouais, s'intéresse mais à donc, ça. je veux dire, c'est une perle rare. Il faut qu'il nous C'est-à-dire- montre tellement on est Non, admiratif. non. Moi, Il doit prendre une bouche assurance. bée. Oui. Tu dois prendre une assurance. Moi, je suis parce bouche que bée, si machallah, machallah, si le Sénégal te perd, ça pose Et problème. oui, et oui. Mais je pense que aussi, ce qu'il dit, c'est intéressant. Parce qu'il est rentré dans ce que j'ai toujours imaginé, que les machines actuellement ne sont pas sophistiquées. C'est-à-dire, on parle d'intelligence artificielle, elles ne sont pas intelligentes. Et lui, il vient de me le démontrer. Oui, parce qu'ils n'ont pas suffisamment appris. Il y a des architectes qui sont là, qui sont séduits, parce qu'ils donnent ça. Mais moi, C'est pas abouti. j'ai eu une révolution, c'est ça. Parce que, vous savez, moi, j'utilise le Paint. Paint, c'est comme ça. Hein. Pourquoi je l'utilise? Parce que c'est vide. C'est moi qui essaie de manipuler ça et de faire ce que je veux. Oui, ça. Et c'est ça, quoi, qui me plaît dedans. Bon, je dis, est-ce que je ne vais pas avoir un développeur un jour lui dire, je veux telle composition de peinture, parce qu'à partir de ces boîtes, parce que souvent il est limité dans le, qu'on appelle ça encore, dans la palette, quoi, des couleurs. C'est très limité. Et quand je fais du marron et que je vais aller au marron plus clair, je suis limité. Donc je me dis, est-ce que je ne vais pas encore? Mais souvent, tu sais, il y a des œuvres que tu vois, des grands artistes je veux dire, classiques, qui font un Fragonard, qui font des œuvres, quand tu touches la peau du noir, tu sais que c'est un noir. Ouais. Et un jour, j'ai dit, bon, est-ce que je ne vais pas tenter d'aller vers ces œuvres-là? Et je l'ai fait, et j'ai pu réussir ça. Mais oui. j'ai toujours l'approche qu'il me manque quelque chose encore, parce que c'est pas ce que je veux, quoi. J'arrive pas à manipuler ça comme je veux. Mais ce n'est pas un logiciel qui va faire mon travail. Hein. C'est un outil que je cherche. Mais vraiment, Martha, tu peux maintenant me parler. Parce que moi, j'ai travaillé sur un data center en Guinée, parce que j'ai fait la Société Générale, le siège. Mais il y avait un SAS. Ouais. Et tu rentres d'abord, tu fermes une porte, tu restes cloisonné, et après tu rouvres une autre porte pour pouvoir accéder. Mais pourquoi ça? Bon, je dirais que c'est en termes de sécurité seulement. C'est sécurité, oui. C'est-à-dire, ils veulent... Non, mais attends, c'est la sécurité par rapport au gars qui va rentrer, mais tu peux mettre une carte et que tu signales que voilà la carte, et puis ça te identifie et tu rentres. Mais il y a une... C'est vraiment fait de telle sorte que pour que tu puisses ouvrir la porte, il faut que tu rentres et que tu te mets de ce côté-là et que tu puisses maintenant accéder pour ouvrir l'autre porte. Et ils m'ont dit que bon, c'est comme ça qu'on a configuré ça et c'est comme ça qu'il faut le dessiner, quoi. Donc je me suis dit, toujours peut-être il y a une logique dans cette affaire-là, quoi. Je n'ai pas compris, quoi. D'accord. Ouais. C'est sur le data center, n'est-ce pas? Hein? Voilà, le data center. C'est-à-dire sur des data centers, il y a des serveurs, quoi. Il y a des serveurs, un tas de serveurs qui stockent des données. Et ces serveurs-là, ce sont des ordinateurs, comme nos ordinateurs, mais qui n'ont pas d'écran et tout. Je ne suis pas sûr de comment ils vont faire un système pour peut-être sécuriser ça. Mais tout ce que je sais, c'est que en termes de data center, si tu es obligé à entrer dans le bâtiment, je pense qu'il n'y aurait pas de problème parce qu'ils t'ont autorisé à entrer. Voilà. Mais c'est un lieu qu'on doit sécuriser, en fait. Je ne suis pas sûr du système qu'ils ont mis pour sécuriser ça. Parce que moi, je suis allé au data center de Diamniadio. Je suis allé là-bas et j'ai visité les serveurs. Et j'ai parlé avec un des correspondants là-bas. On a échangé et tout. Mais il n'y avait pas de problème, le problème que tu avais, quoi. Non, il n'y avait pas ce problème. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu penses du data center de Diamniadio au point de vue évolution technologique? Le data center de Diamniadio, c'est un data center, c'est un lieu de stockage des données de l'État du Sénégal, pas de tous les Sénégalais. C'est-à-dire, pour les Sénégalais, leurs données sont confiées à des entreprises étrangères. C'est-à-dire, nous utilisons Facebook, nous utilisons Instagram, nous utilisons Messenger et tout. Et quand on installe l'application, on autorise les conditions d'utilisation de l'application et ça leur permet d'avoir accès à nos données.
Ouais, parce Et qu'on ces n'a données-là- pas le temps de lire. Ouais, les on n'a conditions, pas le quoi. temps de lire les conditions Parce que c'est d'usage. tout petit. C'est tout petit. On te dit, fais accepter, tu acceptes et puis, Voilà. ok quoi. Voilà. Alors que là, c'est Merci. grave, quoi. Et tu leur donnes l'accès à tes données. Et ils ont des serveurs qui leur permettent de stocker tes données. Par exemple, moi, si je publie une story, par exemple, sur Facebook et tout, cette story-là est hébergée dans les data centers de Facebook, par exemple. Et ça leur permet, en fait, d'aboutir à la création d'une intelligence artificielle, quoi. Et il y a une autre aussi vision, c'est-à-dire, ils savent qu'avec les données, ils peuvent faire du marketing. Ils peuvent vendre même ces données-là à des entreprises tierces pour effectuer de la publicité. Par exemple, moi, je parle avec ma mère, on parle d'un produit, je lui dis que je veux acheter un iPhone. Subitement, j'entre sur Facebook et je vois une publicité d'un iPhone. Mais ouais, Et ça cette arrive. question-là, ça soulève une très grande question. On se dit, est-ce que nos téléphones portables nous écoutent? Voilà. On se dit- et moi, je dis qu'en fait, oui, c'est vrai, ils nous écoutent, mais pas. Il y a des gens qui disent enregistrement, mais pas enregistrement, quoi. Ils nous écoutent. Voilà, ils nous suivent en temps réel et tout. Par exemple, si tu utilises WhatsApp, tu as autorisé ta localisation, il sait tel lieu. Et avec des solutions d'IA, par exemple, ils sauront que mon grand-père, il a cet âge, il est allé à Lausanne. Et subitement, par exemple, si tu vas en Suisse, ils utilisent l'IA, par exemple, pour faire des publicités très, très ciblées. Ouais, quand tu voyages, souvent, tu vois. Moi, bon, aujourd'hui, je suis dans l'appartement. Je fais une recherche, par exemple, que tu dis si iPhone. Et 2 jours après, mon épouse prend son truc, il est en train de chercher. On lui fait la même publicité. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça que je Ah, veux oui, dire. ouais. Oui, Mais oui, c'est que oui, tu- oui, attention, si tu regardes des choses bizarres, hein, tu fais... Mais c'est ce qui arrive, en fait, c'est ça que... C'est pour ça que moi, parfois, je ne m'ai pas accepté. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'il a dit tout à l'heure, il a dit, on a eu nos portables, nous, ici, en Afrique, donc on a mis des données, on partage des contenus, on partage, et puis on reste là, on n'en fait rien. Pendant ce temps, tout ça a été stocké ailleurs, et eux, ils ont pris tout ça, et ils ont mis ça à disposition de l'IA pour pouvoir... C'est pour ça qu'on a une architecture soudanaise qui est en fait très très superficielle, qui n'est pas beau d'ailleurs. Et c'est ça, je voulais relever ça. Maintenant, je te Je voulais pose relever une ça. question. Tu sais, aujourd'hui, les vues sur YouTube, il paraît qu'il y a des robots qui gonflent ça, quoi. Oui. Comment ça se passe, ces trucs-là? Oui. Je vais répondre à... Voilà, Oui. J'avais fait une vidéo qui avait fait presque 1 million de vues, que j'avais partagée. Et je leur disais que vos photos et vidéos supprimées ne sont pas complètement supprimées. Ils me disaient que, bon, ce mec-là, qu'est-ce qu'il dit et tout. Moi, je suis entouré par des ingénieurs qui sont de la plupart France, États-Unis et tout, et qui me conseillent d'habitude. On est ensemble, quand je fais des meets, on fait des sections meet ensemble et tout. On parle, on échange sur des sujets. Et j'ai eu même la chance d'échanger avec des colonels sur la cybersécurité au Sénégal. Une question qu'on devrait aborder tout le temps parce que la cybersécurité, c'est très très intéressant. Actuellement, dans le monde, on ne fait pas de guerre. Voilà, on est dans l'espace cybernétique. Voilà, on est dans l'espace cybernétique. Les guerres, ce sont des guerres informatiques. Tout se passe dans l'environnement cybernétique. Et on est sans sur ça parce que je dis que même les hommes de tenue là, peut-être qu'un jour les robots vont les remplacer. Parce qu'on va automatiser tout ça. Oui, bien sûr. Je ne vais pas le dire peut-être pour qu'il se fasse de moi, mais c'est ça, il est bon de prévisualiser le monde de demain. Absolument. Ce qui se passera. Absolument. Et je dis que, bon, avec l'intelligence artificielle, il y aura beaucoup de mutations, beaucoup de changements. Ah ouais, mais c'est ce que les logiciels ont mené. Quand on a créé le AutoCAD, avant, il y avait dans un cabinet d'architecture, il y a 30 personnes ou 40 ou 50 qui dessinent. Parce que c'était long, tout ça. Mais quand le logiciel AutoCAD est venu, maintenant c'est 2 personnes ou 1 personne. Tous les restes sont balayés. Je pense qu'avant de rentrer dans la salle, on parlait de ça. Moi, je me suis souvent dit que ce sont les hommes, les hommes forts qui ont formé des hommes faibles. Oui, oui. C'est-à-dire que ce sont des hommes forts. C'est quand je lui disais que c'est rendu parce que les hommes forts,
ont créé les hommes faibles parce qu'ils les ont rendus paresseux. Ouais, Oui, oui, c'est tout ça. à fait, oui, C'est tout ça. à fait. Parce que, par exemple, imaginons, nous, on conçoit des systèmes informatiques sophistiqués, on conçoit des solutions d'IA, et le but de l'intelligence artificielle, c'est de faciliter les choses. Ce qui veut dire que les hommes qui viendront utiliseront des choses qui sont... Ils ne seront pas intelligents. Qui ne seront pas intelligents, et ça aura un impact négatif dans leur vie. Ah oui? Oui. Non, c'est ça, c'est la création que je me Oui. dis. Côté artistique, moi, je suis sûr que dans 15 ans, 20 ans, on ne va pas parler de véritables artistes. Parce qu'il n'y aura pas de véritables artistes. Non, c'est ça Parce le que, problème. en fait, par exemple, si tu vas aux États-Unis, ils ont adopté un programme scolaire pour les élèves qui sont à l'élémentaire. C'est-à-dire, on les initie à l'intelligence artificielle générative, la création d'œuvres artistiques à travers l'intelligence artificielle, la génération de prompts, la génération d'images, la génération de musique, tout aux États-Unis. Parce qu'ils ont déjà mis en place ces structures-là. Mais le problème en est que tu imagines que 10 ans après, ces jeunes-là, ils n'auront pas la capacité de concevoir des outils originaux. Ouais, c'est ça le problème. C'est-à-dire c'est un monde artificiel. Donc, quoi. actuellement, je pense que il fallait que les organismes et tout, s'il y a par exemple des commissions artistiques et tout, qu'ils se réunissent et qu'ils parlent de l'impact que l'IA a dans notre vie. Je pense qu'on devrait se dire, on ne devrait pas se dire qu'est-ce que l'IA sera, mais on devrait se dire qu'est-ce que l'être humain sera après le développement de l'IA. Mais toi, là, J'ai une question. tu sais, il faut que tu viennes nous rejoindre sur Bakou. Hein. Non, Parce non, qu'on mais a lui, besoin de toi. Moi, une question. Ouais. Tu as besoin de poser une question. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me refuse, d'ailleurs il m'encourage, je dois aller prendre des cours chez lui. Je ne dessine que sur le calque, à la main. Je ne dessine pas sur l'ordinateur, je ne fais rien sur l'ordinateur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans quelques années, tout ce que j'ai fait disparaît. Bon, Ou bien c'est... on doit distinguer les différents domaines de l'informatique. C'est-à-dire il y a l'informatique d'abord, le développement des technologies mobiles, le développement de l'Internet à partir de 1969. C'est-à-dire à partir de 1969, le ministre de la Défense de l'armée américaine voulait interconnecter deux ordinateurs à distance. L'un à Californie, l'un à Stanford. Et d'ailleurs, ça marque le début de l'Internet parce qu'ils ont réussi à interconnecter ces deux ordinateurs. C'est à partir de ce moment-là qu'on a accès à Internet. Donc après, il y a le développement des technologies mobiles, c'est-à-dire Apple 1, Samsung et tout. On a commencé à utiliser nos ordinateurs et tout. Mais nos ordinateurs, ils nous servaient à automatiser les choses. C'est-à-dire le but de l'informatique, c'est la science du traitement automatique de l'information. Par exemple, si tu utilises Paint, je pense que c'est plus simple parce que Paint, c'est comme une genre de fouille qui te permet d'écrire. C'est ça Donc ça, c'est pas une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va venir après. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu dois utiliser ça peut-être pour rendre ton travail plus facile, quoi. Plus facile et plus propre. Plus propre. C'est pourquoi beaucoup d'artistes, ceux qui font des dessins animés et tout, si tu vas aux États-Unis et tout, ils utilisent des logiciels qui sont adaptés à la création. À la création, quoi. Ouais, mais bon, on va te revenir parce que tu as compris. Le défi qui va se poser, c'est qu'après que l'informatique puisse se développer, il y a un domaine qui va venir, c'est l'intelligence artificielle, qui va, à partir de nos données, faciliter les choses. Parce qu'on va utiliser des données qui sont déjà existantes pour créer des machines qui vont apprendre à partir de ces données pour qu'ils puissent résoudre nos problèmes. Mais maintenant, je vais te dire une chose. Nous, on peut toujours dépasser l'intelligence artificielle parce que si on est original, on va continuer encore à créer et que l'intelligence artificielle n'aura jamais ces données. Actuellement, l'IA est divisée en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle des intelligences artificielles faibles et des intelligences artificielles fortes. Les IA faibles sont les IA qui existent actuellement, mais la théorie d'une intelligence artificielle forte n'existe pas actuellement. C'est aussi ce qu'on appelle Artificial General Intelligence, une intelligence artificielle générale qui est capable de faire tout. Une intelligence artificielle générale qui est capable de faire tout n'existe pas actuellement. Mais il y a Sam Altman qui
le fondateur de OpenAI, l'entreprise qui a créé ChatGPT, qui nous permet, si on a des problèmes, on installe l'application, on lui pose une question, il répond à nos questions, à toutes nos questions. Voilà. Et Sam Altman, il a créé l'application, mais ils savent très bien que le défi majeur, c'est la création d'une intelligence artificielle générale. Une IA capable de faire toutes les tâches cognitives. Mais est-ce que c'est pas ce que Elon Musk est en train de vouloir faire? Parce que éliminer tous les faibles et ramener ces genres de trucs-là, est-ce que c'est pas ce qu'ils sont en train de préparer en bas? Hein? Parce que même l'administration américaine, ils veulent virer tout le monde et amener les gens comme tu dis. Par exemple, si vous allez... Peut-être ils ont déjà trouvé l'outil, hein, ils l'ont déjà fait. Maintenant, il reste à l'appliquer à l'échelle américaine. Actuellement, toutes ces choses, ça existe. On a mis en place des robots. D'ailleurs, Elon Musk, actuellement, il crée des robots pour la défense de l'armée américaine. Oui. Actuellement, il se prépare à beaucoup de choses. Parce qu'avec les je vous le jure, c'est nous qui sommes en retard. Nous sommes en retard. Pas vous deux d'ailleurs, parce que lui, il est aussi pointu que toi là-dessus. C'est nous qui sommes en retard. Parce qu'ils investissent trop. Moi, je sais que il y a 5 ou 6 ans, je disais aux artistes, attention, voilà l'expo que je vous prépare. Et quand j'ai fait l'expo, tout le monde disait, tout Dakar est venu, même l'ambassadeur des États-Unis. Hein. Quand ils ont vu les invitations sur la base de trucs, tout le monde est venu, tout Dakar. Sauf nos députés qui étaient à 2 pas. Ça ne les a pas intéressés. Mais tous les restes sont venus. Mais quand ils sont arrivés, je savais que lui, peut-être il était caché quelque part, mais il va venir dire, attention, désormais, c'est ça qui aura lieu. Bon, on va laisser un peu. Maintenant, Babacar, tu sais, tout ce qu'on dit, tu vas te servir de ça parce que toi, l'architecture, est-ce qu'il n'est pas dedans? C'est un produit, pour le moment, artificiel. C'est pas comme nous, on avait le produit manuel. Mais c'est vrai qu'il y a 20 ans ou même 30 maintenant, je peux te dire qu'AutoCAD est sorti. AutoCAD, c'était un outil pour l'aviation. C'était fait pour les mécaniciens en aviation qui créaient des pièces, outillées, tout ça là. Mais ils se sont rendus compte que les architectes aussi pouvaient le laisser. Donc on nous a laissé pirater le logiciel. Il y a Archicad qui avait mis des clés et qui vendait ça très cher. Mais AutoCAD étant intelligent, il dit les étudiants là, je vais les laisser ça gratuit. Mais quand on est allé jusqu'à on a appris avec ça, parce que dans notre école à Paris-la-Villette, c'est là où Archicad a été créé. C'est 3 étudiants en architecture qui l'ont créé. Mais quand ils l'ont créé, il y a des gens qui sont venus acheter et qui sont partis. Et maintenant, ils ont mis des clés. Mais personne n'a utilisé ce logiciel. Mais aujourd'hui, avec Archicad, AutoCAD, tu fais ce que tu veux. C'est comme Paint. Voilà, lui, il est basique comme Paint. Mais tu peux l'améliorer toi-même. Parce que moi, je rentrais avant quand tu utilisais le langage, tu tapais des données. Moi, je travaille sur les ordinateurs sans souris. D'ailleurs, même je ne peux pas travailler avec une souris. Je n'ai jamais utilisé de souris. D'ailleurs, même je lisais une article qui disait qu'il y avait des mises à jour. On a intégré des solutions d'IA sur le logiciel AutoCAD. Ouais. C'est-à-dire ça te permet en un clic d'écrire un prompt et de faire une génération de plans. Ah bon? Bien sûr. Bon, allez, Babacar, vas-y. On aurait dû l'inviter tout seul. Alors moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est basant sur ce que vient de dire Matar. Donc, on doit faire une différence entre l'intelligence artificielle et la capacité que l'homme peut produire. Parce que avant tout, il y a une différence en fait. Parce que l'intelligence artificielle, il est là pour répondre à ce qu'on lui demande en fait. Donc, si aujourd'hui, on se base sur ça et par exemple qu'on fait entrer une demande en demandant à l'intelligence artificielle de nous produire un plan, ce ne sera pas exactement le plan qu'on veut nous-mêmes. En fait. Donc, à l'avenir, par rapport à ce que Matar disait, donc, on devrait penser à ce qu'on va être à l'avenir par rapport aux intelligences artificielles. Parce qu'aujourd'hui, on se dit que les hommes forts créent les hommes faibles. Mais ceux qui ont créé les hommes faibles là, ils ont eu à mettre
en place une théorie qui va ralentir l'être humain, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire, si on laissait l'être humain seulement de produire tout ce qu'il avait en tête, on allait avancer à notre rythme. C'est ce que Einstein disait, dit l'être humain, comme lui, le 1% ou 1/5 de son cerveau, c'est ce qu'il a développé. Il n'a pas tout développé. Si l'homme, je dis, c'est pour là il faut dire Dieu est parfait. Dieu même, Dieu, quoi, parce que personne ne peut atteindre cette perfection-là. Combien de neurones ils comptent dans le cerveau de quelqu'un? Et même quand tu prends l'intelligence artificielle, n'a pas ça, n'a pas amassé ça. Donc, il regarde l'embryon qui devient après un humain. Cet humain-là, malgré que c'est toi qui l'as engendré, un jour il te donne des leçons, il t'apprend des choses. Mais si la chose que toi tu crées qui vient, tu t'apprends. Donc là où il dit cette puissance d'intelligence artificielle, c'est l'homme qui l'a créé, c'est l'homme qui conditionne à conditionner. Parce que les gens, il y en a des gens comme nous qui ont poussé les cerveaux à aller plus loin. C'est la base de l'intelligence artificielle, même si c'est haute intelligence, comme il dit, superpuissance, c'est quelqu'un qui est à la base de ça. Et maintenant, est-ce qu'on va nous faire des sous-hommes? Et il y aura deux catégories d'hommes, ceux qui pensent et puis nous mettre ces outils-là, et qui vont continuer à ne pas s'en servir, et ils vont continuer à faire encore des recherches. Parce que désormais, il n'y aura plus besoin d'un président de la République. Bien sûr. On appuie sur des boutons et puis on demande tout ce qu'on veut. Il n'y a plus de président. Chacun est autonome dans la vie. Ce sont des villes artificielles qu'il y aura. Ce que je retiens un petit peu, c'est qu'il veut dire que par rapport à l'architecture, aujourd'hui, effectivement, eux, ils ont les deux, donc ils marchent avec les deux. Donc cette intelligence artificielle, en même temps, traditionnellement, ils font toute cette démarche de création d'espace, de réflexion, et effectivement, il faut arriver à concilier les deux, je pense. Effectivement. Je pense, oui. Parce qu'à la base, en fait, l'intelligence artificielle ne connaît pas notre mode de vie. Voilà, c'est ça. Donc, rien qu'en partant sur ce qu'on appelle l'esquisse en architecture, on parvient à projeter notre idée, notre mode de vie sur le papier. Et donc, si dans une partie, on pose une question à l'intelligence artificielle, il ne peut que synthétiser ce qu'il a déjà. C'est donné qu'il a. Voilà. Ce qui fait que on n'aura plus à penser. On n'aura plus à penser comme on le souhaitait en fait. Voilà, donc on va être conditionné par une machine qu'on a nous-mêmes créée. Une machine qu'on a nous-mêmes créée qui va nous conditionner en retour en fait. Non, mais parce que, alors si je comprends, pour quelqu'un qui n'utilise pas l'ordinateur, c'est-à-dire que si on fait cette première démarche de réflexion par rapport au lieu, par rapport à tout ça, et nous on l'intègre, je pense, au niveau de l'IA, ça va nous permettre, quand je pense que l'étude ça va fonctionner, et cette première base-là, déjà, ça va nous faire un gain de temps. Je dis ça comme ça, un gain de temps. Ce qui permet, quand tu vas rentrer dans une autre réflexion, d'un autre lieu, cette base-là, tu l'as déjà et tu l'exploites pour aller un peu plus. Est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça. Oh non, mais je me surprends. C'est ça. On va revenir, on va adoucir les choses. Alors, oui, on t'écoute pour la calligraphie, tout ça là, que tu nous parles un peu de cette technique-là, d'où ça vient et comment tu l'as développée. Avant tout, je parle un peu de... Voilà, tu peux aussi enchaîner un peu. Parce que c'est un peu difficile. Un jour, quand on a créé la télévision, tous les soirs, on courait chez les gens pour voir la télévision. En noir et blanc, quoi. En noir et blanc. Automatiquement, je me suis dit, grand-mère est morte. Les contes. Voilà. Absolument. On avait besoin des contes. Voilà. Et ces contes, jusqu'à présent, peuvent lui servir un jour. Absolument. Alors, je me suis mis à étudier le dessin animé. C'est ça qui m'a poussé à étudier le dessin animé. Et quand je suis revenu, j'ai commencé à travailler sur le lièvre.
Durant tout mon temps en Europe, j'ai fait des marchés aux puces à chercher des livres sur l'EC. Parce que l'EC existe aussi en Europe. Et compte de... j'ai toute une bibliothèque. Est-ce que l'œuf c'est lapin? Non. C'est lapin. Ah, c'est lapin. Ouais, c'est lapin. C'est lièvre ou bien c'est lièvre? C'est lièvre, voilà. C'est Il lièvre. existe. Donc, pour moi, je voulais faire voyager l'EC comme Tintin. Oui, 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 partout. Pour que les Africains, les jeunes Africains puissent apprendre ce qui se passe en Europe. Mais c'est beau ça. Alors, comme... j'ai demandé à Senghor de financer. Il était prêt à le faire, mais moi, avant d'aller demander de l'aide, je voulais d'abord faire un petit bout de film. J'avais commencé à dessiner. Un jour, je regarde dans Paris-Dakar, c'était l'époque, on a écrit, il y avait un Congolais qui avait été financé pour faire l'Aigle de Lièvre. J'ai arrêté. Et ce gars n'a jamais publié son L'Aigle de Lièvre. Moi, j'ai toujours les planches chez moi. Il faut les sortir. Il faut les sortir pour les enfants. Je n'avais plus des relations que j'avais parce que Senghor était parti. Et comme moi, j'ai un grand défaut, je ne vais pas demander à quelqu'un quelque chose. Non, je vais te donner un scoop. À l'école de Paris-la-Villette, nous, on a travaillé sur l'Aigle de Lièvre. Mais il fallait avoir l'autorisation de Senghor. Il était à Verson. Donc je suis passé par le gars là, Blondin, qui était au truc, qui m'a mis avec Mahali Gassama. Et j'ai vu que Mahali a trouvé que le projet était bien. Mais en ce moment, Senghor était très souffrant. Et il y avait Ablaye Sadji qui est mort aussi, parce qu'ils ont fait les deux. Mais il fallait quand même que Senghor puisse donner son autorisation. Et ça, après, tu sais, dans une école d'architecture, les gens ils programment quelque chose. Si ça ne va pas très vite, on passe à autre chose, quoi. Donc, tout le temps, les gens ont tenté. Moi-même, j'ai tenté. J'ai même fait des dessins aussi. Hein. On en a fait des dessins. Mais il faut qu'on travaille sur le projet. Il faut travailler ça. Quand j'ai terminé, l'ordinateur venait de démarrer. Je n'ai pas eu le temps d'apprendre ces choses. Quand je le regarde, je les écoute et je regarde mes enfants avec admiration. Parce que je n'ai pas cette curiosité d'aller plus loin. Je me suis dit, je n'ai plus le temps d'apprendre ce truc-là parce que j'ai tellement de choses à faire. Alors donc, je regarde les gens jouer. J'essaie de les influencer pour qu'ils puissent travailler parce que cet esprit, je ne sais pas comment vous l'appelez, l'intelligence artificielle, quand il va venir, il va tout dominer. Et même en médecine aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les gens font des diagnostics très poussés. Ils peuvent te dire, si on ne traite pas ça aujourd'hui, dans 2 ans ou 1 an, tu es malade. Mais l'intelligence artificielle peut régler ces problèmes-là. Problème de santé. Voilà, maintenant, est-ce qu'on se pose la question, pourquoi ils se posent la question, eux, est-ce qu'on va laisser l'homme naturellement vivre si on arrive à éliminer toutes ces maladies-là? Et quand est-ce qu'ils vont mourir? Est-ce que ça va pas Les hommes d'affaires ne laisseront jamais. Il y a la vieillesse qu'on ne peut pas bloquer. Le processus de la vieillesse, ça continue. Même si tu n'es pas malade, tu vas vieillir. Ça, c'est possible aussi. Mais il y a une discussion peut-être aussi entre eux pour savoir est-ce qu'on laisse les gens vivre. Il n'y a plus de médicaments. Quelques-uns, tout. Des fois, même on dit quelque part qu'il y a des gens tels que ce grand toubab-là, comment il s'appelle encore? Bill Gates. Bill Gates ou... Non, Elon Musk. Très riche, là. C'est Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Voilà. Et ils ont pensé dominer en quelque sorte l'être humain, le monde, etc. Bill Gates, ce qu'il a fait, il a démocratisé l'outil informatique, c'est-à-dire avec Windows. Oui, il a créé son propre système d'exploitation. Je pense que c'est là où il y a eu l'erreur. Parce qu'il a facilité quelque chose qu'il ne devait pas faciliter. Parce que tu cliques, tu rentres. Avant, ce n'était pas ça. Mais lui, il est venu, il a tout mis sur un écran, il t'a tout facilité. Avec Windows, tu as Word, tu as tout. Parce qu'autant on utilisait ce qu'on appelle des interfaces où on servait des lignes de code. Voilà. C'était très difficile de mais au départ, c'était comme ça. C'était pas donné à tout le monde. Donc Bill Gates, il est venu, il a conçu son propre système d'exploitation et à usage commun, quoi. Non, mais c'est là où on l'a peut-être attaqué.
c'est qu'il a imposé ça dans tous les ordinateurs. Quoi. Voilà. Quand tu achètes un ordinateur. Mais il y en a qui refusent quand même d'utiliser Windows. Ouais, mais c'était pas commode de taper à chaque fois. Moi, je suis pas. Tu tapes quelque chose. Mais c'est rendre encore la personne facile, paresseuse. C'est ce que lui dit. Mais maintenant, la calligraphie, avant qu'on passe à. Ouais. Ma technique du khatim, n'est-ce pas? Voilà, du khatim, ouais. Bon, vous savez, quand j'étais en Suisse, j'étais marié à une jeune Suisse qui était institutrice. Les samedis, quand j'avais rien à faire, parce que je travaillais en même temps au musée ethnographique de Genève, elle enseignait à Lausanne. Sa famille habitait à Tour-la-Paix. Donc, j'allais des fois aussi à l'école de VV qui se trouvait à VV pour y travailler dans le dessin animé, dans beaucoup de choses, parce que j'ai fait l'école de VV aussi. Alors, les dimanches, les samedis, j'allais à l'école, je jouais avec les enfants, je travaillais avec ses élèves, des élèves du CI, on travaillait ensemble, on faisait du dessin et tout. J'ai terminé mes études, il fallait que je rentre. Elle attendait un enfant. L'enfant, nous, on l'appelait Mbalit, déjà. Elle était dans le ventre de sa maman, mais nous, on l'appelait Mbalit, elle et moi. Pourquoi Mbalit? Vous savez, l'archéologue, il trouve tout dans la poubelle. Le fait d'aller fouiller, les uns, c'est dans la poubelle. Le bon détective, il a fouillé votre poubelle pour savoir qui vous êtes. Donc, je dis que toute la pureté et l'existence de l'être humain, c'est la poubelle. Qu'on le veuille ou pas, c'est la poubelle. Donc, cet enfant-là d'amour, c'est la poubelle. C'est la poubelle. Voilà, on l'appelait poubelle. On l'appelait Mbalit. Alors donc, je suis revenu moi à Dakar m'installer pour prendre service. Elle me dit, il faut que je te retrouve à Dakar parce que je ne voudrais pas que mon enfant naisse en Europe, elle aura l'esprit européen. Et je veux qu'elle ait l'esprit africain. Parce que je vous ai vu vivre. Et même ses parents, il y a un moment, son père a fait même être musulman. Ça n'était pas morte à force de savoir comment on vivait chaque fois qu'elle venait au Sénégal. Je lui dis non, écoute, nous on n'a pas les hôpitaux qu'il faut, reste là-bas. Il me dit non, 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 je viendrai. Elle est venue avec son état. Bon. Alors je l'ai amenée à la clinique Rabi. Oui. Rabi venait d'ouvrir. Ils n'avaient rien. Je ne savais pas. Ils n'avaient rien. Elle devait accoucher. Moi, à l'époque, j'étais en mission en Casamance. Quand je revenais, elle a accouché à mon insu. OK? Etc. Ça, c'est une parenthèse pour revenir maintenant sur le dessin. Et quand on est venu maintenant à Dakar, les élèves nous écrivaient des lettres en nous demandant comment va être votre enfant. C'était des gamins. Je disais toujours, écoutez, c'est très simple, parce qu'on avait tellement sympathisé, je disais que c'est très simple, allez voir maman. Vous lui demandez de vous préparer un bon café. Et dans le café, qu'il mette du lait. Vous mélangez, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez du café au lait. Voilà comment va être notre enfant. Alors, donc, on écrivait des lettres. Hein. À l'époque, il n'y avait pas l'informatique comme ça. C'était les lettres poste. Et j'ai toutes les lettres, même jusqu'à présent, avec moi. Certains, je les ai données à la fille. Donc, ces lettres-là, je les ai conservées. Et je me suis dit, bon, écoutez, il faut que je me rappelle de tous ces souvenirs-là. J'ai créé une œuvre d'art avec les textes de ces lettres et les textes des lettres que je faisais qui avaient lieu entre ma femme et moi, notre correspondance. D'où cette œuvre qui est là. Il fallait? Donc, il fallait que j'utilise les lettres de ma femme ainsi que la correspondance. C'est ça. Non, ça. Voilà, c'est ça. Voilà, Oui. voilà. Alors, vous voyez, Voilà, C'est ça. C'est ça, quoi. C'est ça. le cœur. Ils vont faire un Tu peux zoom faire après. le zoom. Enlève ta main, ouais. Ils vont faire un zoom Voilà. après. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Le cœur représente les lettres de ma femme. Les textes sur les enfants, c'est les lettres que les élèves nous écrivaient. Oui. Et la lettre sur la personne, ce sont mes lettres à moi. C'est ça qui a fait naître
L'œuvre. L'œuvre. Ouais. Et maintenant, quand je suis revenu de Casamance, par manque de chance, on lui a piqué du Valium. Et c'était la fin. Mais l'enfant a grandi, est né. Je ne pouvais plus voyager. Il fallait que je reste avec l'enfant, qui était sous la garde de ma grande sœur. Mais il fallait que je sois toujours aussi à côté d'elle, etc. L'enfant, la voici là. Elle est là. La grande En fille bas, là. oui. c'est la Et je grande. lui ai offert l'œuvre le jour de son mariage, pour son cadeau de mariage. Donc voilà le départ. De- Et maintenant, j'ai continué avec les œuvres de Senghor. Parce que je me suis dit que les gens lisent Senghor, mais ils ne connaissent pas Senghor. Ils lisent des textes de Senghor ou de Birago Diop, mais ils ne savent pas le fond des textes. Ils lisent en disant que c'est beau. Ils s'arrêtent là. Nous avons ici des œuvres sur Senghor que nous verrons tout à l'heure. Il y a même Senghor qui est... Oui, là, c'est Senghor parce qu'il y a des gens qui m'ont... J'ai un ami qui doit habiter dans les parages, là, un docteur. Il a fait un salon Senghor chez lui. Ah bon? Donc, il a beaucoup d'œuvres que j'ai fait sur Senghor. Sur Senghor. Écrits, autres portraits, etc. Donc, je prenais les poèmes de Senghor, Oui. je les illustrais à ma manière avec les textes. Avec, Vous allez voir, avec les œuvres. rien que des textes, pour que dès que vous lisez, vous vous rendez compte de ce que le texte vous dit, etc. Et vous irez beaucoup plus loin. Parce que les gens lisent sans se poser des questions. Ils lisent comme à l'école, rapidement, ah, c'est beau, ils s'arrêtent là. Mais à travers chaque mot, il y a des questions qui sont posées. Il y a toujours quelque chose qu'ils peuvent vous apprendre dans chaque texte que vous lisez, même dans les journaux. Il y a même, il y a par exemple ici le batteur de Tam Tam. C'est quelque chose qui est sorti dans un journal, Grand Place, ça s'appelait le journal. C'était les batteurs de Tam Tam. Qu'est-ce qui s'est passé? La famille Zeng Zeng qui devait animer une séance de Tam Tam, il n'arrivait pas à sortir un beau son. Ils ont dit, on m'a marabouté, etc. Alors automatiquement, j'ai pris ce texte-là, et j'ai créé une œuvre avec, pour que les gens sachent que c'est beau d'entendre le tam-tam, mais derrière le tam-tam, il y a des problèmes. Oui, il y a tout. Il faut que les gens savent qu'il y a beaucoup de problèmes dedans, donc il y a du respect qu'on leur doit. Donc l'œuvre est ici encore. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont nées comme ça, à partir du moment que je fais le khatima, c'est pour faire connaître. Il y a des khatim avec écrit En arabe. En arabe. Oui, parce que ça, c'était des commandes. Oui. Des gens qui voudraient, par exemple, surtout de Seigne Touba. Voilà, Il y a eu des gens qui m'ont demandé certains versets de l'illustrer. Il y a celui de El Hadji Malick Sy que j'ai offert à mon grand frère, le magistrat Babacar Kébé. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui. Alors, il a, chez lui, quand on entre, c'est un grand œuvre. D'ailleurs, quand Mais les je marabouts suis dans sont- l'album, là. Ouais. Ça, c'est moi, ça. Oui, ça c'est l'œuvre qu'on avait vendue. Oui, mais c'est toi, oui, c'est vrai. Oui, C'est l'œuvre qu'on avait vendue là-bas. Voilà. Mais voilà, mais en fait, bon, on n'a pas assez de temps. Oui. Maintenant, je vais revenir un peu à Babacar pour lui poser une question importante sur l'architecture. Babacar, ce que je voudrais savoir, c'est-à-dire aujourd'hui, toi, tu es dans l'architecture, compte tenu de la formation que tu as fait à Dakar, comment tu vois cette formation-là après d'avoir échangé comme ça, avant de venir aussi dans un cabinet d'architecture? Qu'est-ce que tu as appris à travers cette formation-là? Alors, tout d'abord, tout au long de ma formation, j'ai eu à surtout apprendre ce qu'est le concept dans l'architecture, ce qui est la base en fait. Ouais. Avant de construire, tu as une idée en tête que tu dois transcrire. Donc, ce que tu dois transcrire, tu le mets en forme de concept et que tu vas traduire tout au long de ton projet. Et après, au-delà de ça, moi, ce que j'ai appris le plus, c'est le fait de créer, par exemple, des espaces fonctionnels et esthétiques en même temps. C'est-à-dire d'essayer de mettre les clients, si je peux dire ça comme ça, les clients dans un espace confortable en même temps esthétique. Donc, Mais quand tu es venu de l'école, tu as fait la théorie un peu, quand tu es venu dans un cabinet d'architecte, tu as vu une différence entre ce que tu avais appris et ce que tu pratiques? effectivement. Ouais, c'est Parce bien. que moi, je me dis, dans le cabinet,
on pratique à 100%. C'est-à-dire, donc, on se plonge dans le projet. Donc, on voit la réalité en face. Donc, c'est-à-dire, il y a tout le temps des défis. Il y a tout le temps des défis à relever par rapport aux nouveaux projets et par rapport à comment on parvient à s'encadrer par rapport aux clients. D'accord, mais maintenant, donc aujourd'hui, compte tenu de ce que Martha Seck en face de toi a dit, tu n'as pas de crainte par rapport à l'IA, des trucs comme ça? Si. Quelle est cette crainte? Parce qu'il y Elle se traduit comment? il y a toujours une crainte parce que moi, je me dis, à l'avenir, on aura soit une architecture à 100% IA ou à 100% intelligence humaine, ou on aura 50-50. Et moi, je me dis, je suis au niveau des 50-50. C'est-à-dire, on a toujours cette idée de complémentarité, c'est-à-dire entre l'IA et l'intelligence humaine. Voilà, mais maintenant, aujourd'hui, moi, je pense que là où la différence va se faire, parce que peut-être le produit IA, pour créer ce que tu as dit, peut-être les gens vont le mettre à un tel prix que peut-être c'est travail avec un humain qui va devenir moins coûteux, quoi. Hein? Je pense, non? Bon. Voilà. Je pense que actuellement, on a mis en place des IA, des robots qui peuvent faciliter certaines tâches domestiques. Les robots domestiques de Tesla qui permettent de faire des tâches cuisinières et tout. Ouais, mais ça coûte combien, ça? Je ne suis pas sûr du prix, mais c'est pas cher. Le problème de l'IA, même les informaticiens dans le secteur interne, nous avons un problème avec l'IA. Parce qu'il se trouve qu'avec les systèmes, ils peuvent même concevoir des systèmes informatiques. Ah bon? Ah oui. Parce qu'il y a les données qui sont là. Oui. Les lignes de code, et puis on les donne à tout. Par exemple, moi, je peux créer des sites internet, des applications à travers l'intelligence artificielle. Par exemple, une intelligence artificielle surnommée Bolt permet de créer des applications mobiles. Ah d'accord. Mais maintenant, toi, qu'est-ce que tu conseilles, par exemple, à un jeune architecte comme toi, comme Babacar, il est jeune comme ça? Je pense que c'est généralisé en fait. Il faudrait qu'on s'adapte à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on sache comment l'utiliser de manière positive. Voilà, et le reste, on laisse quoi. Parce que c'est sûr que, par exemple, si vous prenez, il y avait un employé de ChatGPT, de OpenAI, qui avait créé un arme de tir automatique à travers l'IA. C'est-à-dire, il lui dit, tire à gauche, il tire. Détecte le visage et il tire. Et je pense qu'il y a beaucoup d'impacts négatifs de l'IA. On devrait parler de l'impact de l'IA. Mais ce qui reste clair, c'est qu'on devrait mettre en place des lois de réglementation face à l'avenir de l'intelligence artificielle. Et si tu vois, par exemple, en Europe, on a mis en place une loi surnommée The AI Act, qui signifie Artificial Intelligence Act, mise en place par l'Union européenne pour contrôler le pouvoir de l'intelligence artificielle. Mais en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont mis? En Afrique, il n'y a pas de loi actuellement. Mais actuellement, tu ne penses pas que nos gouvernants, là, ils doivent s'inquiéter? Bon, la différence, c'est qu'en Europe, ils ont commencé à utiliser les technologies de l'IA, alors qu'ici, on n'a pas encore utilisé. Mais comme ils ont commencé à utiliser, au lieu d'attendre que ça vienne, ils ne peuvent pas démarrer maintenant avec ça? Parce que ce n'est pas eux qui vont venir nous recoloniser après? Oui. Ils peuvent venir nous recoloniser. En termes de loi technologique, il faudrait qu'on mette en place des lois qui contrôlent la cybersécurité, qui contrôlent aussi l'avenir de l'IA. En cybersécurité, cybersécurité, je veux dire, toi actuellement tu es en train de travailler dessus. Quelles sont les options que tu as prises par rapport à ça et qu'est-ce que tu peux apporter à ton pays? Vous avez une question? Non, en fait c'est ça, c'est ce que je voulais dire maintenant. Qu'est-ce que tu aspires par rapport à tout ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu aspires à faire? C'est ce qu'il demande, oui. Nous, en fait, notre pays, on sait qu'on a identifié les problèmes de l'Afrique. Pas du Sénégal, mais de l'Afrique. On se dit que, d'abord, on a un problème de digitalisation, parce que des fois, on avait top fille, par exemple, imprimer bien, ça m'a créé c'est un problème. Absolument. Ça, c'est un problème. Oui. Alors qu'il y a un moyen beaucoup plus simple. Oui. Avec mon téléphone, on me donne un code d'accès à mon extrait de naissance, je l'imprime automatiquement, sans me déplacer et tout. Et toutes ces choses-là ont été mises en place à l'étranger. Oui, et pas ici. Mais pas ici. Donc,
il y a de ces choses-là qu'on devrait se concentrer en premier. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de gens formés pour pouvoir faire ça aujourd'hui en Afrique? Est-ce qu'on en forme des gens en nombre? Actuellement, on a pas mal de jeunes qui sont... On a pas mal de développeurs, de créateurs et tout actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes dont je parle avec eux et on est sur des projets. Bon, il y a beaucoup de développeurs, mais le problème en est qu'ils ont des problèmes de financement. Voilà, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes, quoi. Je pense que c'est l'État, en quelque sorte, qui devrait travailler sur ça, quoi. C'est-à-dire accompagner la jeunesse, les Est-ce qu'il y a des écoles de formation en nombre? Oui, il y a beaucoup d'écoles de formation. En fait, si on parle d'écoles de formation, il y en a beaucoup. Mais il reste à voir la qualité d'enseignement. Voilà. Qui est très très important, parce que c'est pourquoi même moi je me suis dit que je ne vais pas payer une formation alors que je peux payer une formation en ligne internationale, quoi. Ça serait mieux parce que l'enseignement est là-bas en bonne qualité. Donc mais il y a l'université numérique que les gens sont en train de mettre en place. Oui, moi je suis une filière là, cybersécurité, je suis à l'université numérique, c'est à Hamilton. Mais c'est bon, il y a de bons enseignants. Oui, il y a de bons enseignants et tout. Et je pense que, par exemple, le gouvernement du Sénégal avait mis en place un projet, le GouverAton. C'est-à-dire, récemment on parle du New Deal technologique. C'est divisé en 4 axes. La première axe, c'est la digitalisation. La digitalisation de l'état civil, la digitalisation de l'administration, quoi. Voilà. Et sur cet axe-là, ils ont initié un programme, le GouverAton, qui permet aux jeunes de se concurrencer sur des projets informatiques. Et les gagnants, nous parvenir de l'université numérique à Hamidou Kane. Vous êtes dans le New Deal aussi? Travaillez dessus? Oui, nous avons une équipe qui travaille dans le New Deal, mais moi, je ne suis pas dedans. C'est-à-dire, moi, je peux dire qu'ils ne me connaissent pas, c'est pourquoi ils ne m'invitent pas à ce genre de projet, quoi. D'accord, maintenant je vais te poser une question. Vous êtes bien au-dessus de tout ça. C'est-à-dire, je peux ménager une équipe capable de concevoir ces systèmes-là, quoi. Et moi aussi, je m'intègre. Voilà, maintenant, ce que je vais te poser comme question, est-ce que c'est dangereux d'utiliser le WhatsApp? Le WhatsApp, c'est sécurisé, seulement que il ne faut pas installer une version externe, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens qui utilisent WhatsApp Web, qui n'est pas une version officielle de WhatsApp. Ah, ok, d'accord. Il faut rester dans dans le système de WhatsApp parce que c'est chiffré. Il y a le chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire les messages sont chiffrés d'un utilisateur à un autre utilisateur, quoi. Mais l'inconvénient en est que les gens installent sur le téléphone portable des applications comme WhatsApp Web dont on ne connaît pas l'éditeur. Voilà. Donc ça c'est dangereux. Ces personnes-là, ils peuvent recueillir ces données-là, des discussions, tout. Tout à fait. Je crois qu'on a commencé à numériser les choses. J'ai été l'autre jour pour payer l'assurance de ma voiture. Alors la dame me dit, mais tout est numérisé. Je lui dis, mais comment? Je me dis, oui. Voilà ce que tu as, alors... il t'envoie des messages. C'est le premier axe du plan du New Deal technologique. C'est-à-dire il faut tout numériser, digitaliser l'administration civile, tout, pour que les gens puissent, pour qu'on puisse faciliter les choses, quoi, les démarches administratives, tout. Quand il y a besoin de quelque chose. Bon, mais comme la médecine est numérisée maintenant en Europe, quoi. Tu viens, ton dossier médical, aussi, tu poses ton doigt, comme ça les gens savent qui tu es. Qui tu es et qu'est-ce que tu as. C'est comme ça, tu es numérisé. Non, pour les rendez-vous que tu as, tout ça. Quoi. Ah oui, d'accord. Donc maintenant, vraiment, Malo, c'est un grand plaisir de t'avoir reçu ici et qu'on te remercie beaucoup. Et puis c'est une émission assez formidable parce qu'on a eu affaire à la jeunesse qui nous apprend. Qui nous apprend. La jeunesse qui nous apprend. On est bon, ce qu'on peut dire aussi, on se complète. Parce que vous nous apprenez, mais nous, on a fait un parcours où on a vu des embûches. Oui. Quand vous allez dans la forêt, vous savez, la personne qui est avant vous a découvert beaucoup de choses. Il peut vous dire, Boudjarfi, Boudjarfi, mais il y a le serpent là-bas, Djarfi, c'est ce qu'on appelle le guide. Et une personne plus âgée est toujours là pour vous donner ce parcours, pour vous éviter certains dangers. Il faut leur faire gagner du temps. Mais quand même, le cerveau, je pense que vous l'avez, quoi. Machallah. C'était la force du président Sékou Touré. Quand l'étudiant revenait d'Europe, par exemple, s'il faisait culture, etc., il l'envoyait dans la brousse. Il lui dit, va apprendre et va enseigner en même temps. Le paysan va lui inculquer
la nature, etc. Lui, parce que moi, je ne crois pas au diplôme. Hein. Je vous l'avoue. Hein. Parce que c'est des théories qui viennent, etc. J'ai eu beaucoup de gens qui n'ont jamais eu de diplôme, qui font plus que les diplômes. Non, mais lui, ce qu'il a dit, c'est intéressant. Il dit que lui, s'il fait le bac, c'est pour faire plaisir à ses parents. Mais après, dans les champs, ils vous apprennent le système, vous leur apprenez ce que vous avez appris, vous échangez, etc. Vous revenez. Mais aux États-Unis, ils ont démystifié le Avant diplôme. que ça finisse. Aux États-Unis, tu viens, on te dit qu'est-ce que tu as dans la tête. Voilà. C'est tout. Ouais. Ouais, Parce vous- que juste pour rebondir par rapport à ce qu'il a dit, le diplôme, c'est pas important. Genre, moi, j'ai fait 3 ans au collège, mais j'ai pas eu ma licence. On m'a pas donné le diplôme de licence. Mais quand même, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses, comme celui qui a eu à faire sa licence, en fait. Donc, la différence se trouve au niveau du travail, en fait. Ce que tu vas apporter. Donc, ce que tu vas... Voilà. Mais là où tu es actuellement, tu peux avoir une attestation qui va dire que tu as beaucoup plus appris que la licence. En parenthèse, quand il dit le collège, on fait un clin d'œil à nos confrères Jean-Charles Tal et Annie Jouga et Nabi Khan et un urbaniste qui est là-bas, qui est mon frère, qui est Marius Diagne. Voilà. Je pense que c'est mieux de former autant d'entrepreneurs que d'employés. C'est bien de former beaucoup d'employés parce qu'on ne peut pas limiter le nombre d'employés. Les gens, ils viennent, ils apprennent à l'université, ils veulent être des employés. Ça, c'est le problème. Mais je dis qu'il faut avoir des entrepreneurs. Par exemple, si vous allez aux États-Unis avec le système du capitalisme, voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs, quoi. C'est ça qui fait développer le Mais ça, il faut que l'État comprenne ça. Oui, on n'a pas besoin d'être employé. Le problème en est que pour qu'on puisse avoir beaucoup d'entrepreneurs, il faudrait qu'on investisse sur les startups. Oui, merci. Moi, je suis admirateur des Qu'est-ce que tu appelles les startups? Oui. Les startups, c'est un groupement. C'est-à-dire, moi, j'ai un startup surnommé par exemple Matvisuel. On donne des solutions technologiques. Voilà, on développe des solutions de digitalisation. On crée des sites web, des applications. En tout ce qui concerne la digitalisation, on le fait. Ouais, mais donc, vous allez vous occuper de notre TV Bakou. Oui, ça, il faut l'appeler, oui. Il faut l'appeler, absolument. Parce qu'on veut autant de vues, que ça soit développé. Oui. On va te mais Martha, vraiment, c'est un joie. Oui, plaisir de te connaître. On va garder tes contacts parce qu'on est obligé de travailler avec toi. Ne serait-ce que pour nos cabinets, des trucs comme ça. Absolument. Parce que puis cette intelligence, il faut l'activer, quoi. Il faut toujours garder ça, le conserver. Moi, si je tais-toi aujourd'hui, c'est comme Messi, hein. J'assure mes jambes. Hein. Oui. Il faut assurer ta tête. Moi, aussi, Babacar, moi, je pense que je te connais. Hein. Je t'ai pratiqué, tu es dans mon cabinet. Je sais que ce que tu fais, tu es très intelligent. Et que il y a le mail de continuer ta branche et que tu deviennes un très grand architecte. C'est-à-dire, nous avons besoin de nos aînés pour apprendre plus. Voilà. Mais entre jeunesse, nous devons corroborer pour changer ce pays. Tout à fait. Tout le temps, je le dis à mes amis. Je leur dis que vous me servez et moi je vous serve. C'est ça le but de la vie, en fait. On doit se complémenter. Mais attends, Martha, ici, nous, on peut te mettre au monde, sur nos petits-fils. Mais tu nous as appris aujourd'hui. Tu nous as appris aujourd'hui, oui, c'est ça. On a appris de toi. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est resté, on a appris de toi. Et puis je dis, yalla leen yalla fal cat. Yalla leen yalla sàmm li ngeen bëgg yalla ngeen fa yegg mu nekk seen muurlaay. Merci. On a vu que aussi, bon, c'était vraiment l'affaire, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, il fallait te faire venir parce qu'on a eu le trajet de Tita et Zulu. Et puis on va illustrer avec, tu vas m'envoyer aussi des trucs, l'émission, et puis l'émission passe dimanche à 14h. Et merci bien. Merci à toi aussi. On ferme.